Alors, je suis très heureux d'introduire donc cette table ronde sur le numérique dans le bâtiment. Donc, je rappelle que cette table ronde fait partie d'un cycle de 4 tables rondes que nous avons organisé depuis donc lundi sur les thèmes de la ressource, économie circulaire, territoire et pour terminer donc le numérique en partenariat donc avec HQE-GBC, l'École nationale des ponts et chaussées et 3CA BTP. Alors, je me présente rapidement, Mathieu Arquier. Donc, je dirige le master sur les jumeaux numériques, un tout nouveau master européen depuis 1 an, donc avec l'École des ponts et chaussées en partenariat avec l'Université polytechnique de Madrid et l'Université des technologies de Budapest. Et donc, je suis ravi de pouvoir parler de numérique dans le bâtiment, les enjeux, et surtout donc sur les transitions écologiques, comment le numérique aide à travailler sur les bâtiments durables. Alors, nous allons avoir essentiellement deux problématiques. La première sur, en gros, un retour d'expérience actuelle, l'état de l'art, et sur les enjeux de la formation, qui est un fil rouge de ce cycle de conférences. Alors, pour enrichir cette table ronde, nous avons donc 4 experts aujourd'hui avec nous. Alors, je commence, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas très grave. Pascal Bautier, donc, directeur des moyens généraux et de la qualité chez BTP CFA Occitanie. Bonjour. Olivier Selnik, architecte cofondateur de l'agence d'architecture Z Studio et directeur du master spécialité BIM, donc collègue à moi à l'école des ponts, École nationale des ponts et chaussées et également de avec l'ESTP. Et lui est référent numérique au Conseil national de l'Ordre des architectes. Franco Vorca, directeur technique et innovation de la FPI, également membre donc, de la RIX, donc organisation donc, qui travaille donc, sur les en matière de normes professionnelles. Également président de l'AICVF, Association des ingénieurs et techniciens en climatique, ventilation et froid, et également administrateur HQE-GBC. Et pour terminer, Christophe Lheureux, directeur délégué de l'innovation et bâtiments intelligents 3F. Donc cette table ronde va durer à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Elle est structurée en 3 parties. On va commencer par donc un tour de table avec 2 séries de questions sur l'utilisation numérique actuellement et également les besoins en formation. La deuxième grosse partie sera un débat un peu ouvert sur la gouvernance des données, parce qu'on utilise de plus en plus de données dans le numérique pendant le bâtiment, et donc toutes les problématiques et les enjeux qui y sont liés. Et à la fin, donc, pour terminer, une ouverture, une conclusion, et également, si le temps le permet, en fonction des personnes dans la salle, donc on pourra avoir un échange de 2-3 questions avec le public. Alors, je propose de commencer cette première partie sur l'état de l'art pour le numérique. Donc rapidement, donc, le numérique c'est un peu vague, donc quand on parle de numérique et bâtiment, on pense au BIM. Alors c'est pas que ça, CAO, simulation numérique. De nos jours, on parle aussi de BIM-EXE, de gestion technique du bâtiment. On va vers les smart buildings, les objets connectés, les jumeaux numériques. Donc c'est un gros panel, beaucoup de technologies. Le baromètre 2024 sur l'usage du BIM, si je me concentre sur le BIM, donc, montre que quand même 54% des acteurs jugent le BIM utile et sont satisfaits de son usage, mais c'est assez hétérogène. En particulier, 70% continuent d'évoquer un manque d'utilité de besoin pour l'entreprise et un manque de demande de clients, des fois. Et enfin, 20% évoquent des coûts et des investissements financiers en termes de formation. Donc voilà, donc c'est pour un peu présenter le sujet. Donc pour commencer, je me tourne vers Christophe Lheureux pour parler un petit peu donc, de numérique au quotidien. Donc directeur délégué innovation bâtiment intelligent chez IMO3F depuis 22 ans, si je ne dis pas de bêtises. Également expert actif dans la transmission numérique du secteur immobilier, impliqué dans la promotion de l'interopérabilité et des standards communs du BIM. On en reviendra aussi sur les standards. Enfin, un rôle important aussi dans l'enseignement, notamment en tant que coordinateur pour le certificat chef de projet BIM. Alors Christophe, 22 ans chez IMO3F. On a fêté ensemble avec Olivier également les 10 ans du BIM il y a quelques mois. En vous inspirant donc des retours d'expérience, tout simplement, quel verdict selon vous, la place du numérique dans les enjeux du bâtiment durable et les évolutions correspondantes depuis toutes ces années? Normalement, il marchait tout à l'heure. Plus haut, peut-être? Merci Mathieu de rappeler mon grand âge. Sympathique. Alors 22 ans chez 3F, certes, mais pas sur ce sujet-là depuis 22 ans. Alors en 2 mots, 3F est un bailleur social. On appartient au groupe Action Logement. On est un bailleur social puisqu'on gère 300 000 logements à l'échelle du territoire métropolitain et on construit environ 8 000 logements par an. On en réhabilite à peu près. Une préoccupation aujourd'hui. Prends l'autre sinon, oui.
avec, concernant la réhabilitation, une préoccupation qui concerne tous les bailleurs sociaux et plus généralement tous les propriétaires immobiliers, qui est celle de mettre à niveau le parc par rapport aux exigences en matière de performance thermique. En matière de numérique, alors, la démarche initiée par 3F depuis maintenant quelques années porte sur 3 axes. Tout d'abord, adopter le BIM comme pratique de management courant pour les opérations de construction et de réhabilitation. Et on a lancé, on l'évoquait tout à l'heure en introduction, on a lancé notre première opération de construction neuve en 2014, à la naissance de ce qu'on pourrait considérer comme étant le BIM en France. Et à date, on a 180 opérations qui ont été menées en recourant au BIM depuis cette période-là, avec des usages en tant que maître d'ouvrage qui sont relativement simples. Si vous voulez creuser la question, je vous invite à les télécharger sur notre site internet, le cahier des charges BIM de 3F. Qui décrit nos attentes en matière de BIM dans notre posture de maître d'ouvrage. Ça, c'est le premier axe de travail. Le deuxième axe de travail qu'on a aussi initié une dizaine d'années, ça a été de modéliser le patrimoine existant, puisqu'en tant que bailleur social, on gère du patrimoine et il est intéressant d'avoir les modèles numériques du patrimoine que l'on gère. Donc, démarche qu'on a initiée là en 2010, il y a plus de 10 ans pour le coup. Aujourd'hui, on a modélisé la quasi-totalité de notre patrimoine en Île-de-France. Ça représente 130 000 logements et quasiment 9 millions de mètres carrés qui sont modélisés sous forme de modèles numériques. On reviendra aussi sur le retour d'expérience de tout ça. Et là, on est en train de lancer la même démarche pour nos filiales en région, puisqu'on a 150 000 logements en Île-de-France, la même chose en région. Donc on accompagne les filiales régionales à faire ce même travail. Et puis on a une troisième démarche, troisième axe de travail qui a consisté, puisque l'outil existe aujourd'hui, qui a consisté à se doter d'une plateforme dans laquelle on demande à nos prestataires techniques, ascensoristes, chauffagistes, multiservices, de venir connecter leur GMAO, leur système de gestion de maintenance assistée par ordinateur, de telle sorte qu'on puisse avoir en quasi-temps réel l'ensemble des interventions qui sont réalisées sur notre patrimoine. Donc au moment où je vous parle, si on allait se connecter sur la plateforme, je pourrais savoir qu'il y a une intervention sur un immeuble de l'ascensoriste pour remettre l'ascenseur en marche, du prestataire de désinsectisation à tel endroit qui nettoie les cages d'escalier, etc. Donc on a ces trois démarches-là. En BIM, construction, réhabilitation, 10 ans après, on est sceptique, j'ose le dire, on est sceptique, on aura l'occasion d'y revenir, sur l'intérêt réel que ça représente pour le maître d'ouvrage. On n'a aucun doute sur le fait que le BIM est un super outil pour les études, pour la maîtrise d'œuvre. En tant que maître d'ouvrage, l'intérêt direct, il est moins évident. Le BIM gestion, le BIM exploitation, on a fait un gros investissement, on a numérisé, je vous l'ai dit, c'est 9 millions de mètres carrés de logement. Les premiers usages sont déployés et les premiers retours de surinvestissement sont visibles. Quant au troisième axe, cette fameuse plateforme de services pour piloter nos prestataires techniques, là aussi, les premiers usages sont disponibles et on a la possibilité d'exploiter ces tableaux de bord pour challenger nos prestataires techniques. Et là aussi, ça va dans l'amélioration du service qu'on rend à nos locataires. Donc, un visage finalement nuancé, contrasté par rapport à ces 3 démarches numériques initiées depuis déjà un certain temps chez nous. Ouais, merci. Donc, on note très bien une maturité sur certaines applications, un début sur l'exploitation et surtout la question de l'interopérabilité, de pouvoir collaborer avec les différents métiers. Oui, parce que ces 3 démarches-là sont menées en parallèle. Passer du monde de la construction au monde de la gestion avec nos maquettes BIM, on s'y essaye depuis 10 ans et on n'arrive toujours pas à interopérer les systèmes. Marier le système BIM gestion avec la plateforme de service, on s'y essaye depuis un peu moins longtemps, mais c'est extrêmement compliqué. Donc il reste un verrou technologique qui est cette capacité des outils à se causer entre eux. À communiquer, tout à fait. Merci beaucoup pour cette vision éclairée. Donc, dans la continuité, je me tourne vers Franck Ovorka. Donc, je rappelle, vous êtes directeur technique innovation Fédération des promoteurs immobiliers de France, SPI. Longue carrière dans l'immobilier et de la construction. Quelques années chez Vinci, Caisse des dépôts et consignations en tant que directeur technique en Europe de l'Est. Également chez ICAD. Et vos projets incluent du développement immobilier durable, dont des bâtiments commerciaux et des centres de données. Et vous avez réalisé le premier bâtiment de bureau certifié Green Building en France, déjà en 2005. À travers donc cette carrière... Merci de rappeler. Oui, pareil, oui, non, mais
C'est un peu l'exercice délicat d'avoir une grande carrière aussi. Donc à travers votre carrière européenne aussi, je me permets de souligner, à travers donc, ces différents organismes, quelle vision portez-vous sur le rôle donc, du numérique en général dans la construction et aussi l'exploitation des actifs? Le BIM enfance conception, le BIM exé, vers les jumeaux numériques peut-être? Est-ce que c'est la solution pour des bâtiments et des constructions plus durables? Ou est-ce juste des outils, des fois un peu trop à la mode, par moment, avec des effets de vague? Quel est votre avis? Bonjour à Tiens, si ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, au cours de cette carrière, j'ai pu essayer les objets digitaux. Deux exemples que je peux vous citer. Le premier exemple, sur un parc qui faisait 40 hectares, on a décidé de numériser la totalité du parc. Et dès qu'on a eu fini, c'était obsolète. Ouais. Donc on a jeté un certain montant financier élevé parce qu'on s'est aperçu que la clé était la mise à jour et pas la numérisation. Premier enseignement, première erreur. Deuxième étape, en Allemagne, sur un des premiers, parce que j'ai fait le premier en France et j'ai fait un des premiers en Allemagne. Donc je suis très fier. En Allemagne, on est obligé à ce moment-là, en 2010, de faire une analyse de cycle de vie. En 2010, personne ne savait faire ça. Je travaille avec l'université de Munich et on se retrouve à la fin de l'opération avec une bibliothèque d'objets installée dans l'immeuble dont on avait vérifié la conformité avec la réalité. Et là, l'acquéreur nous dit, l'acquéreur de l'immeuble que l'on vendait en VFA, me dit mais cette liste de données m'intéresse parce que moi en gestion je suis obligé de faire repasser des ingénieurs pour recoller toute l'information technique pour pouvoir faire la gestion. Et là, super bonheur, opération de 20 000 m², je lui vends ma maquette numérique, ma base de données d'objets conformes au réel, 200 000 €. Je me dis, royal au bar, on va pouvoir donc développer le numérique. Et là, deuxième erreur colossale, je me suis aperçu qu'en fait, personne voulait sortir de l'opacité. Et personne ne voulait arrêter de fournir des dossiers d'ouvrages exécutés qui sont des photocopies de catalogues commerciaux qui finissent dans une armoire. Je caricature volontairement. Donc, deuxième erreur. Vous voyez, ma vie est entachée d'erreurs. Troisième erreur colossale, je me dis dans les années 2015 en France, on va faire la carte vitale du bâtiment. Nos collègues de la santé mettent en place la carte vitale, le carnet de santé numérique. Franchement, faire le carnet de santé d'un bâtiment, c'est moins complexe, moins dangereux que de faire le carnet de santé d'un être humain. Paf! Eh ben non. Ah non, c'est compliqué, on ne peut pas le faire, on ne sait pas interopérer. Là, qui va être responsable de la donnée, etc. Et donc, troisième grave erreur. Donc, ma vie, encore une fois, n'est entachée que d'erreurs et de ratages. Je me suis trompé de nombreuses fois. Et c'est ça que je voulais vous dire. Ne croyez pas dans la vérité qu'on vous dit. Je me suis beaucoup trompé. L'enseignement que j'en tire, c'est qu'aujourd'hui, sur le numérique, une des clés, à mon avis, au-delà des notions techniques qu'expliquait fort bien Christophe, il y a aussi une notion contractuelle liée à la responsabilité de transmission d'informations. Je prends un autre exemple. Quand on était... Alors, je suis encore un vieux. Hein, moi, j'ai connu les plans qu'on appelle blueprint, c'est-à-dire les plans qu'on tirait à l'ammoniac pour faire des photocopies de plans. À l'époque, vous aviez une échelle sur le plan. Et tout le monde savait implicitement qu'un plan au 50e était plus précis qu'un plan au 200e. Résultat des courses, on avait une notion implicite de la fiabilité de l'information. Avec l'arrivée du CAD et de la conception et des dessins numériques sur lesquels vous pouvez zoomer avec bonheur, on a perdu complètement cette notion et tout le monde s'amuse à envoyer des fichiers où tout le monde zoome et vous vous retrouvez avec des erreurs colossales et donc une perte de confiance dans l'outil numérique. C'est ce qu'évoquait Christophe. Donc si on veut retrouver cette confiance, il y a un travail important de fiabilisation qui passe par qui fournit une donnée, pourquoi faire, comment il en est responsable et quelle responsabilité il engage sur cette donnée. Ce qui veut dire aussi sortir de l'opacité, sortir du brouillard parfois qui est bien pratique lorsque l'on gère une opération. Donc là aussi, c'est un enjeu très très fort. Et là aussi, je me suis trompé parce que je me suis dit, tiens, grâce au numérique, on va pouvoir collaborer très facilement sur des plateformes partagées.
Ah non, personne ne veut partager ses données, personne ne veut partager une plateforme, tout le monde fait sa maquette dans son coin et la donne à l'autre en n'étant surtout pas responsable de ce que l'autre va en faire. Donc on a là, je pense, au jour où je vous parle, je pense qu'on est proche de résoudre les problèmes techniques, d'interface, d'interopérabilité, même si je parle sous le contrôle de Christophe, qui est bien meilleur expert que moi sur ces sujets-là, il y a encore du boulot. Mais il y a un enjeu sur lequel j'essaye de travailler qui me semble absolument clé, c'est cet enjeu de transparence, fiabilisation de l'information et transmission d'une information dont j'assume la responsabilité. Je prends un exemple très simple. Quand vous faites votre mesure selon la loi Carrez sur un appartement, celui qui fait la surface s'engage sur la surface à plus ou moins 5%. Vous faites la même chose quand vous faites appel à un géomètre, il va faire la même chose en s'engageant à plus ou moins quelque chose. Donc cette notion de métrologie, d'engagement sur la fiabilité, vous êtes en avant-projet sommaire, et je demande à mon ami Olivier une surface sur ces plans qui sont totalement en APS. Il va me dire, ça va faire 5000 m², plus ou moins 10 ou 15%. Ça, c'est une information super fiable, parce qu'elle est adossée à l'incertitude. Là où une information n'est pas fiable, c'est quand vous avez des oiseaux qui vous disent, parce qu'ils ont un outil CAD, ouais, la surface de l'immeuble en APS, 5282 m²,33. Et là, moi, j'ai peur, parce que je sais que c'est faux. Ouais, merci beaucoup, effectivement. Donc, quelques erreurs dans la carrière, mais beaucoup d'enseignements, finalement. C'est ce qu'on dit en général. Toujours. Et se tromper, c'est apprendre. Exactement. Et donc on voit donc la clé sur la collaboration et le sens des responsabilités. Et chacun son métier, chacun s'engage effectivement. C'est vraiment clé, je crois, dans les évolutions à mener. Ben, merci. Je me tourne vers Olivier maintenant. Donc bon, allez, on se permet de se tutoyer quand même, on est collègues. Donc tu es architecte, expert en BIM et maquette numérique, cofondateur donc de Z-Studio, agence d'architecture spécialisée dans les projets industriels et commerciaux et rénovation énergétique de logements collectifs. Enseignant à l'école donc des ponts nationales et chaussées, et d'autres établissements comme l'ENSA Versailles et Paris Val-de-Seine, également élu au Conseil national de l'ordre des architectes et directeur pédagogique de programme. Alors on a fêté ensemble les 10 ans de BIM, je rebondis là-dessus il y a quelques mois, en se demandant donc si l'effet de mode était en quelque sorte un peu passé. En même temps donc tu continues à militer pour un BIM utile et pragmatique, de bon sens tout simplement. Alors concrètement, avec tes retours d'expérience, différentes casquettes, les gains en termes écologiques, la maturité de l'utilisation du numérique dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on peut atteindre avec toutes ces nouvelles technologies ? Je pense qu'on peut atteindre beaucoup de choses et qu'il ne faut pas en espérer trop de choses trop vite. À écouter nos deux amis maîtres d'ouvrage, Christophe et Franck, on a l'impression qu'ils sont sceptiques, déçus, sans doute parce que beaucoup de choses ont été survendues depuis l'origine. Et au lieu de dire on commence à avoir des technologies et des méthodes dès le début, on disait on va tout révolutionner, on va maîtriser toutes les données. Et puis on voit que c'est très progressif, que les outils d'une part commencent à marcher à peu près et à savoir à peu près échanger des choses, et que les humains, c'était le thème d'une intervention tout à l'heure sur les aspects collaboratifs, c'est ce que tu disais sur chacun veut rester de son côté avec ses données, le manque de transparence, le manque de confiance, c'est ça le vrai écueil à affronter. Donc après que ces outils, il ne faut pas jeter le bébé BIM avec l'eau du bain. Il faut simplement faire en sorte que le bébé de BIM revienne ce qu'il est, building au sens de construction, ne soit pas seulement le buzz qu'on a connu depuis l'origine, ne soit pas non plus le bullshit qu'on déplore de voir parfois avec des cahiers des charges monstrueux, avec des maquettes monstrueuses qui consomment une énergie folle au détriment du bâtiment et qui ne servent à rien. Donc cette approche qu'on est beaucoup à partager et qu'on essaye de propager notamment au MSBIM, on sait faire des tas de choses, allons-y progressivement, des choses qui vont très bien marcher et d'autres moins. Et puis, tu le disais, certains s'étonnent, d'autres se félicitent qu'au bout de 10 ans, on ne parle plus tellement de BIM, soit que ce soit acquis, soit qu'au contraire, on laisse tomber, on passe à autre chose. Moi, je fais comme mes camarades autour, je ne suis pas tout jeune. J'ai connu les débuts des outils numériques pour notamment les architectes il y a pile 40 ans. En 40 ans, Apple lançait le Macintosh qui donne le ton des outils qu'on a aujourd'hui. Sur un stand voisin sont présents 2 logiciels, Archicad et Allplan, respectivement, pour architectes et ingénieurs, eux aussi lancés en 1984, il y a 40 ans donc. Et je regardais les enquêtes que je mène auprès de mes étudiants en dernière année d'école d'architecture.
Ils sont désormais environ 60% ou les 2 tiers à savoir faire une maquette numérique tout seul. Ça veut dire aussi qu'un tiers d'étudiants architectes, et je pense qu'on a le même quota chez les ingénieurs ou d'autres professions, ne savent pas utiliser les outils modernes d'aujourd'hui. Je ne parle que d'outils de maquette numérique, je ne parle pas du tout de BIM. Ils sont 1 tiers à penser savoir décrire ce qu'est le BIM. Donc il y a encore beaucoup de boulot à faire. Il y a encore beaucoup effectivement d'évolution. Y compris pour chasser les idées reçues. Parce qu'il est pour moi totalement évident qu'il faut travailler avec ces outils. On parle beaucoup de data, on parle de gestion. À la base, il y a quand même bien souvent, il n'y a pas que ça, la maquette numérique qu'on fait d'un projet qui sera donnée par un maître d'ouvrage sur un bâtiment existant, qui sera modélisée par l'équipe de maîtrise d'œuvre et notamment les architectes au début du projet. Ça, c'est imparable. Ça fait 40 ans que ça existe. Tous ceux qui le pratiquent disent, bien entendu, c'est la bonne méthode. Et pourtant, on a encore 30%, si ce n'est 50% de sceptiques. Le BIM, ça viendra après. Il y a encore un peu de travail à faire. On l'a vu tout à l'heure, hein, le BIM, en plus, comme tu disais, c'est pas que la maquette numérique. On a parlé tout à l'heure, hein, 20% de technique, 80% d'humain et de collaboration. C'est quand même la clé aussi des échanges. Alors enfin, je me tourne donc vers Pascal Bautier, directeur des moyens généraux et de la qualité chez BTP CFA Occitanie. Depuis février 2020, vous avez passé près de 16 ans donc, au sein de BTP CFA Midi-Pyrénées également, en tant qu'adjoint de direction pédagogique et technique. Vous avez également été formateur FEBAT et débuté votre carrière par 10 années de conduite de travaux chez Bouygues Bâtiment. Alors, donc on a échangé évidemment pour préparer un petit peu cette table ronde. Donc si je ne me trompe pas, donc, pour avancer un petit peu, donc, un référent numérique a été nommé dans chaque campus donc, de l'Occitanie pour faciliter la liaison justement entre les différentes équipes. On parlait de collaboration. Et vous avez mis en place un outil de supervision, consolidant et interprétant les résultats des campagnes de sensibilisation, permettant également de communiquer sur les consommations énergétiques. Donc quand on écoute, on pense que le numérique est plutôt bien ancré en Occitanie, hein, dans votre institution. Également 20 millions d'euros à investir dans la rénovation énergétique de vos bâtiments. Alors quel regard portez-vous finalement donc, sur les différents projets et l'acceptabilité justement de ces nouvelles technologies en Occitanie? Bien, merci. Alors moi, je vais vous apporter un angle de vue différent mais complémentaire de mes collègues. En tant que BTP CFA Occitanie, on se situe entre une partie pédagogique et une partie aussi gestion de patrimoine, parce que moi-même je m'occupe de la gestion de patrimoine, 58 mètres carrés d'ateliers, de bureaux, de choses comme ça. Et donc on travaille en étroite collaboration justement avec, vous l'avez dit, on a un référent numérique régional qui a été nommé, qui lui-même a dans les départements un référent local. Et tous les travaux que moi, en tant qu'exploitant de patrimoine, je projette. Alors on a parlé de la supervision, on a parlé des 20 millions que vous parlez de travaux, ben, c'est issu aussi de tout un tas d'études. Et donc du coup, en travaillant de manière très étroite avec lui, les outils que l'on propose, les solutions que l'on propose, elles sont redescendues aussi au niveau de ces référents numériques qui redescendent au département, qui redescendent aux formateurs. Et du coup, à nos apprentis qui sont les artisans de demain. Je fais un petit retour sur ce que mes collègues ont dit par rapport au BIM, parce que moi aussi je l'ai pris au vol il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, sur le volet pédagogique. On nous a dit, on travaille beaucoup avec le 3CA qui était notre tête de réseau à l'époque. On a fait un grand plan de formation auprès des jeunes et de nos formateurs pour les sensibiliser au BIM. Et c'est vrai qu'on a pris, voilà, on a dit, il faut former les jeunes dans les entreprises, de gros œuvres, etc. Et effectivement, on s'y est mis. Alors, on s'est équipé de visionneuses, on s'est équipé de logiciels de DAO, etc. On a formé nos formateurs là-dessus. Mais force est de constater, nous, vous voyez, BTP CFA Occitanie, on a notre volant, on va dire, d'entreprise. À 75%, ce sont des artisans, moins de 10 salariés. Donc c'est assez représentatif parce qu'on n'avait pas l'écho en face. On formait nos jeunes sur le BIM, on envoie nos formateurs en visite pour faire un peu le point. Et effectivement, on voit qu'il n'y a pas l'écho. Limite, on se demande qu'est-ce que vient faire ça dans mon chantier d'électricité, mon chantier de plomberie, etc. Bon, mais peu à peu, les outils ont évolué, que je parlais tout à l'heure des visionneurs, etc. Mais on n'abandonne pas, parce qu'on a une autre porte d'entrée qui, à mon avis, est celle qui sera intéressante et qui va permettre à tous ces artisans, en tous les cas, de pouvoir rentrer. C'est la partie exploitation, maintenance des bâtiments. Les outils se sont considérablement simplifiés. Et si on veut gagner avec l'ensemble des partenaires du bâtiment, hein, si c'est simple et qu'on ne dépense pas d'argent et qu'on n'y passe pas trop de temps, on va les convaincre.
Donc voilà, c'est quand même vers ça qu'il faut tendre. Je reviens sur la supervision. On a essayé de mettre en place ce genre de choses. On a un grand plan de rénovation énergétique de nos bâtiments. Le premier retour que je fais, et qui est une des compétences à développer aussi auprès de nos jeunes, c'est effectivement être capable de définir ce que l'on veut mettre dans une supervision. Supervision, c'est la GTP au sens large. Là, en plus, on a la chance, on a la réglementation qui nous impose, avec le décret BAX, de mettre en place des GTB. Moi, par exemple, j'ai pris depuis 4-5 ans ce patrimoine. La GTP m'apporte énormément. Dans un premier temps, déjà, c'est bon, au-delà de faire de la température de consigne pour tout le monde, mais c'est aussi de faire des simulations. Par exemple, on a mis plein de sons de LoRa, des choses comme ça dans les bureaux, de façon à pouvoir ne pas se jeter tout de suite dans un choix de rénovation énergétique. On observe pendant toute une saisonnalité, là ça va faire bientôt 1 an, et donc on voit des courbes de température, des courbes d'hygrométrie en fonction de l'occupation des pièces, etc. Et ça permet de choisir, de définir précisément des travaux dedans. Donc là, l'outil supervision, c'est du numérique au sens large, mais c'est un vrai outil intéressant. Un autre intérêt de cet outil, c'est quand même de pouvoir faire discuter entre eux les équipements qui produisent du chaud et du froid. Je vous donne un exemple très parlant. Dans les débuts d'hiver ou fin d'hiver, par exemple, dans un de nos établissements, on a dans une même salle de cours, vous avez un radiateur à eau chaude et puis vous avez une clim pour l'été. Le radiateur à eau chaude a une consigne de température qui est au nord et puis il fait tout d'un coup assez chaud avec 20 personnes dans la salle. Le formateur, lui, qui n'a pas la main sur le radiateur, qui commence à faire 25-26, enclenche évidemment la clim. Donc c'est des choses qui sont impensables aujourd'hui. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, on a 2 entités qui ne parlent pas ensemble. Donc on a développé avec un partenaire justement le fait déjà de rendre interopérable l'ensemble des équipements de chaud et de froid. Et du coup, rien que ça permet que la clim parle avec le chauffage, etc. et qu'on limite ces aberrations qui sont là. Je vais continuer juste sur après, on a effectivement tout le descriptif effectivement de nos audits énergétiques qui nous ont permis de cibler correctement et précisément les choix prioritaires de travaux. Alors on passe évidemment sur l'enveloppe d'abord, et puis après on travaille effectivement sur la partie matériaux géosourcés, biosourcés. On met en avant tout ce genre de choses. Et ce que je voudrais rajouter en plus, c'est que on est en train de mettre en place, de labelliser des formations OpenBeam. Alors, certains d'entre vous ont entendu parler. On a, nous, par exemple, le BTS Travaux publics, qui est labellisé OpenBeam. On a l'intention de développer pour d'autres aussi. En clair, vous savez, vous avez un référentiel de l'éducation nationale pour chaque diplôme, mais il ne dit pas précisément ce qu'il faut faire ou la compétence visée de tel et tel truc. Donc ça permet d'intégrer dedans, dans le programme du référentiel, des compétences liées au BIM. Alors ça peut être, par exemple, renseigner une maquette, préparer mon chantier avec la maquette, en allant dessus, etc. Voilà, donc c'est autour de ça qu'on essaie de faire évoluer notre environnement numérique de nos jeunes. Merci beaucoup. Effectivement, donc on note encore la collaboration entre les différentes technologies et le besoin donc en formation qu'on voit. Donc justement, donc en tant que responsable de formation, c'est un sujet qui m'est à cœur. Et donc, si on continue donc sur justement le besoin en formation de nos jours encore dans toutes ces nouvelles technologies pour le bâtiment, vous parliez de la gestion, de la maintenance, de l'exploitation. Alors, quelles sont justement vraiment compétences techniques assez précises manquent vraiment cruellement de nos jours? Donc, vous parliez de l'exemple là de pouvoir annoter plus facilement donc les maquettes numériques par exemple ou des différents certificats. Mais d'un point de vue plus précis sur des compétences digitales, on parle beaucoup de machine learning, de big data, pour les citer. Qu'est-ce que, selon vous, les compétences vraiment sur lesquelles il faut maintenant monter et apprendre pour justement avoir une plus-value dans le secteur? Oui, alors clairement, c'est l'exploitation autour d'une plateforme de BIMGEM. BIMGEM, donc gestion, équipement, maintenance. Parce qu'on a... nous, on a des électriciens, des plombiers, etc., toutes sortes de métiers. Et quand on les regarde un à un,
Tout à l'heure, vous parliez, vous mettiez en relation des notifications avec votre mainteneur de électricité, etc. Alors, on a des jeunes nous, que l'on forme et qui actuellement travaillent de manière un peu traditionnelle. L'avantage d'une maquette de gestion en BIM-GEM, c'est que l'intervenant, avant de partir bille en tête sur le chantier, regarde sur sa maquette numérique. Il peut regarder la référence, il peut regarder éventuellement la quantité, il faut regarder des choses comme ça. Et donc, il prépare son intervention. Et c'est un gain de temps, il peut s'apercevoir qu'il lui manque quelque chose, avant de partir, il commande, etc. Donc, c'est vraiment, voilà, il y a le travail autour de la maquette numérique, de préparer son chantier. On en parlera peut-être après, mais il y a vraiment là-dedans, par contre, une histoire de confiance mutuelle dans l'équipe qui va là-dessus. BIM-GEM, ça veut dire que nous, on est en train sur un bâtiment existant qui n'était pas, qui ont 30 ans. Donc, c'est des bâtiments qu'il faut numériser. Donc, on a lancé cette campagne de numérisation. On s'est équipé de drones avec scan lidar. On s'est équipé de scan 3D, etc. pour pouvoir effectivement d'abord faire la maquette numérique, la faire modéliser, la rentrer dans une plateforme et surtout maintenir sa vie dans la plateforme. Imaginez qu'au bout de 3 mois, vous ne rentrez pas les travaux qui sont faits dedans. Ce n'est pas la peine d'avoir fait tout ce travail avant parce que c'est mort. Il faut redémarrer, peut-être une maquette numérique derrière. Donc ça, c'est aussi des consignes qu'il faut vraiment amener à chaque intervenant et à chaque palier qui intervient autour de cette plateforme BIM-GEM. Et dans les compétences qu'il faut évoquer également, moi je le vis actuellement, je suis le donneur d'ordre, on va dire, le maître d'ouvrage, et j'ai besoin de contracter avec un prestataire pour qui me mette en place une plateforme. Bon, là-dedans, il faut que je sache définir un cahier des charges. Et cahier des charges, c'est pas au sens propre parce que c'est pas chargé justement. Une maquette numérique, on l'a entendu tout à l'heure, on avait un peu le retour d'expérience des anciennes maquettes qui étaient très très lourdes en données. Et puis derrière, on a du mal à les faire passer les années parce que ça, on n'y arrive pas. Donc c'est pas la peine d'être trop gourmand, trop en demander à une maquette. Il faut peut-être être capable de dire, tiens, quel est mon besoin derrière, qu'est-ce que je veux faire à minima. Et puis on construit la maquette, on renseigne la maquette avec ce qu'on a besoin. C'est pas la peine d'en mettre de trop. Si on a besoin au fur et à mesure des années, on la complétera, etc. Et là, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui sont en gestion de patrimoine ou autre, il y a une vraie compétence à avoir sur comment je formule une demande, une commande pour alimenter une maquette. J'ai un truc tout bête, moi j'ai des nuages de points à transmettre à une entreprise qui a modélisé. Est-ce que je lui la livre recalée, affinée, à quel niveau, etc. Vous voyez, et puis après, il faut que je définisse aussi qu'est-ce que j'ai besoin, donc il y a un échange à avoir. Vous voyez, toutes ces compétences à tout niveau qu'il faut vraiment déployer avec la jeune génération. Et je trouve que cette entrée-là est quand même très, très intéressante parce que les gens, on met de la rigueur. Franchement, on met de la rigueur. Et si on n'a pas de rigueur, ça ne marche pas. Donc là, on est condamné à faire de la rigueur. Oui, plus de structuration. Et plus, voilà, exactement. Et donc une meilleure collaboration après par les échanges. Merci beaucoup. Donc je continue sur la formation avec Christophe et Olivier, en particulier donc comme une mesure intéressante liée au Master BIM, qui a donc 10 ans. On les a fêtés récemment. Et je me disais, en réfléchissant, je me disais, en fait, avec donc, chaque master, il y a une thèse professionnelle. Donc 10 ans de Master BIM, 10 promotions. Chaque promotion, il y a combien à peu près de thèses professionnelles ? Ces dernières années, nous sommes des promotions entre 40 et 50. Voilà, donc en tout... Depuis le début, on est à plus de 600 sans doute. Voilà, donc 600 thèses professionnelles quand même, sur le BIM, en particulier depuis 10 ans. Donc Christophe les suit aussi en partenariat. Donc je me disais que c'était une bonne mesure d'évolution, de voir comment ça avait évolué en 10 ans. Et ce qui manquait encore dans les formations, comment être aussi un peu agile dans nos formations pour s'adapter aux nouvelles technologies, dans les différentes technologies numériques pour le bâtiment. Merci. Oui, tu vois, je prenais pour préparer ça les titres de quelques thèses qui ont eu une mention très bien, qui ont été présentées l'an passé à BIMworld, pour vous donner une idée de ce qui émerge. Le jumeau numérique au profit d'une synthèse normative sur l'accessibilité PMR, BIM pour un Pines qu'on a entendu de la part de Myriam tout à l'heure, le processus de gouvernance de la donnée et de la géométrie dans une maquette numérique pour le CHU de Dijon, les bâtiments en cours et ceux qui se créent, un tableau de bord qualité de logement au sein d'une agence d'architecture pour répondre aux attentes du maître d'ouvrage et puis aux ambitions architecturales des architectes.
Et puis sur la partie existante qui monte en puissance, qui fera l'objet de formations particulières sur le BIM au service de l'existant, la maquette structure des existants, les logiques techniques et relationnelles d'un renversement de processus dans la façon de faire. Et souvent, quand on a des mastériens qui nous proposent un sujet de thèse qu'on trouve un peu bateau, le BIM pour la maîtrise d'ouvrage, le BIM dans une agence d'architecture, le BIM pour un bureau d'études, je leur dis, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces sujets, qu'on a des thèses, qu'on a des mémoires, qu'on assiste à des conférences. La question n'est plus qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça peut être le BIM dans une agence d'architecture. C'est plutôt comment ça se fait que depuis 10 ans qu'on en parle tellement, ce ne soit pas acquis si facilement. Quels sont les blocages, quels sont les freins et qu'est-ce qu'il faut faire pour les lever en restant persuadé que oui, il y a des tas de bonnes choses à en attendre. Que ce soit les outils en tant que tels, que ce soit les méthodes de collaboration, il faut qu'on évolue. On a des exigences de la société et de l'environnement qui nous y poussent. Mais il ne suffit pas de dire ça, ça serait des incantations. Donc comment est-ce que concrètement on peut faire des choses? Et c'est vers ça qu'on pousse, je pense, les mastériens, en disant la technique, elle existe. On rappelait les 20% de technique, les 80% d'humains. La technique est là. Sans technique, c'est comme les fondations d'un immeuble. C'est pas le plus passionnant, mais s'il n'y en a pas aussi, elles ne sont pas bonnes, rien ne s'édifie ou tout s'écroule. Mais une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble? Donc quel état d'esprit on développe pour que les uns et les autres, maîtrisant ces outils, ni trop ni trop peu, qu'on ne soit pas aveuglé par la technologie ou les cahiers des charges. On dit souvent, il faut pas, le BIM, ce n'est pas faire tout ce qui est possible grâce aux outils, c'est faire à la limite uniquement ce qui est nécessaire et suffisant dans ce contexte-là, à ce moment-là. Et puis progresser petit à petit. Et au bon endroit, et appliquer le BIM quand c'est utile au bon endroit. Christophe, un avis également sur les tests professionnels encadrés depuis quelques années? Oui, alors je suis bien en peine de faire un bilan de 10 ans de thèse comme le ferait Olivier. Simplement une anecdote, moi, que j'ai été formé une fois au BIM, la seule et unique fois. Alors, ni au pont, ni par toi, Olivier. Je tairai le nom de l'organisme et le nom de la formatrice. Et on a passé 2 jours, à regarder, c'était en 2015, donc on a passé 2 jours à regarder des jolies images 3D de la Fondation Louis Vuitton, du Centre nautique de Saint-Nazaire et de l'hôpital de Monaco. Je me souviens pas avoir ouvert une seule maquette en 2015. Donc les choses ont quand même beaucoup évolué. Alors effectivement, il y a des effets et cette évolution se traduit aussi dans les thèses. Enfin, il y a une première période, me semble-t-il, à travers celle que j'ai pu suivre, où on parlait beaucoup de 3D. Voilà, la première période. Une deuxième période qui a suivi, où ce qui a semblé intéressant, c'est la data, le I du BIM, disait-on. On peut lire ça sur certaines premières pages de thèse. Et finalement, le levier, il est un peu au centre, quoi. Là, le BIM, c'est ni de la 3D seule, c'est ni de la data seule, mais c'est bien l'assemblage, le couplage d'une 3D renseignée. Et ce qu'on voit là ces derniers temps, et c'est vrai de la thèse que je suis en ce moment, c'est des étudiants qui réfléchissent à mettre le BIM au service des enjeux de nos métiers. Comment, grâce au BIM, au sens le plus large possible, on améliore la qualité des logements qu'on construit, confère ce que présentait Myriam il y a quelques minutes. Comment, grâce au BIM, on adresse les enjeux de décarbonation. Comment, grâce au BIM, on travaille sur la performance environnementale des bâtiments. Et là, ça devient intéressant, finalement, puisque la technique, la tripaille est derrière nous et on cherche à rendre intelligent. La problématique a changé. La problématique porte maintenant sur les enjeux de transition écologique. Hein. Exactement. Alors, quant au devenir du MS, ça c'est une question appartenant aussi au comité d'orientation pédagogique, Olivier. C'est une question qui est devant nous, en fait, hein, parce qu'il est vrai qu'en 2014, quand un professionnel souhaitait se former au BIM, il n'avait que le MS BIM de l'école des ponts, de l'ESTP. Bon. Aujourd'hui, l'offre s'est enrichie. Le BIM a fait son apparition dans les formations traditionnelles du bâtiment et des travaux publics. À titre d'exemple, j'ai été sollicité pas plus tard que la semaine dernière par un lycée professionnel de la région parisienne qui était à la recherche de maquettes fluides pour que ses élèves travaillent sur des maquettes fluides. Voilà. Donc le BIM est arrivé en bac professionnel, en BTS, en BUT, en licence pro, dans les écoles d'ingé, dans les écoles d'architecture, encore qu'on pourrait dire beaucoup de la façon dont est enseigné le BIM dans les écoles d'archi. Donc ce contexte-là étant ce qu'il est, qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui ou demain dans le MS BIM à un niveau Bac plus 6 quoi. La question est là devant nous. Oui, on pourrait dire en t'écoutant Christophe, une chose qu'on dit souvent, c'est se poser les bonnes questions. Pendant trop longtemps, les questions ont été comment on fait, quels outils, quelles méthodes, quels éléments techniques. Ça a été aussi souvent combien
combien ça coûte, oui. combien ça me rapporte, combien ça me permet d'économiser. Et ça masque la première vraie question fondamentale, c'est pourquoi. Pourquoi le faire? Pourquoi, moi, maître d'ouvrage, je vais demander aux équipes de faire du BIM? Pourquoi moi, maître d'œuvre ou architecte, je choisis de faire du BIM? Je dis souvent autour de moi, si on ne sait pas vous répondre à la question, il ne faut pas en faire. Parce qu'on va aller dans le mur ou on va en faire n'importe comment. Si on a une bonne réponse pertinente à la question, on saura répondre aux autres ensuite. Merci beaucoup. Pour terminer donc, sur les besoins en formation, donc je me tourne vers Franck, avec une coloration européenne de la carrière, c'est ça qui m'intéresse, pour comparer peut-être la France avec les autres pays européens, par exemple, sur les compétences. Oui, il y a cela. On n'est pas plus ni moins compétent, il n'y a pas de sujet. Je pense qu'il y a des experts sur ces sujets-là, que j'ai pu voir en Europe centrale, en Allemagne. Après, il y a des niveaux de diffusion qui vont être plus ou moins élevés et une approche qui est plus ou moins différente. Ce que je peux retenir en tous les cas de l'expérience européenne, c'est plutôt ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec 2 règlements qui vont être complètement structurants pour nos métiers. Le premier, c'est le règlement sur la directive, sur le règlement sur les produits de construction, qui impose le passeport digital des produits de construction. Ça, c'est une vraie révolution, parce que, alors, elle va durer 10 ans, parce que l'objectif, c'est d'ici 2035, donc on fait ça dans le calme et la bonne humeur. Mais l'objectif, c'est d'avoir, pour chaque produit mis sur le marché, son passeport digital. Et la Commission européenne a défini dans ce règlement les informations qui doivent y être, et notamment les informations environnementales. Donc, ce que vous trouvez sur la base Ignace, aujourd'hui, avec les informations sur les émissions de gaz à effet de serre et 40 autres informations environnementales, mais quand vous faites une ACV aujourd'hui, vous utilisez surtout les informations liées aux gaz à effet de serre et à la consommation énergétique, vous les trouverez dans le passeport digital du produit. Reste à savoir où sera stockée la donnée, chez l'industriel, dans une base de données européenne monumentale. On a l'exemple de Rich, qui était d'avoir une base de données de tous les produits chimiques européens. C'est un plantage total, parce qu'évidemment, dès que vous avez une base de données, dès qu'elle est faite, elle est obsolète. Donc on se repose la question de la mise à jour. Et donc ça, c'est la première réglementation. La seconde réglementation, c'est éco-design. Éco-design dit quoi? Et ça répond à ce que vous disiez, c'est que ça doit vous permettre, ça impose aux industriels de faire en sorte que les matériels se parlent. En fait, je ne veux plus avoir la certification CE d'un produit, je veux être certain que un ventiloconvecteur, avec une gaine, avec une centrale de traitement d'air, avec un variateur de fréquence, que tout ça se parle. Les algorithmes qui sont à l'intérieur des machines sont capables de se parler les uns avec les autres pour faire quelque chose de performant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Chaque fabricant a son algorithme interne qu'il ne partage pas avec les autres et qui fait fonctionner parfaitement sa machine en labo, mais beaucoup moins parfaitement sa machine avec les autres machines qui sont dans un sous-système dans le bâtiment. Tout ça nous emmène à une troisième volonté de l'Europe, qui est la mise en place du Digital Building Logbook, qui est quoi? En fait, c'est une base de données. Je ne sais pas si vous savez combien il y a de composants unitaires génériques dans un bâtiment. Combien diriez-vous? On peut jouer au juste prix. Non, mais voilà. Je vous donne la réponse. Après plusieurs travaux, on arrive bon an, mal an à 600 ou 700 composants unitaires. C'est-à-dire très peu. Finalement, oui. Dans un avion, vous savez combien il y en a? Plus de 6000. Oui. On est un facteur 10 en dessous de l'industrie aéronautique. Donc si les gars arrivent à faire voler des avions, il n'est pas incohérent qu'on arrive à faire fonctionner les immeubles avec un facteur 10 en dessous en termes de traitement de données. Je parle là d'objets génériques. Une fenêtre. Derrière une fenêtre, il y a 50 000 objets différents. Oui. Mais on est bien sur un objet générique. Donc l'objectif de tout ça, c'est de travailler, et là intervient la formation, parce que je travaille avec beaucoup de jeunes, notamment au niveau de Building Smart International, quand j'étais président de Building Smart France, et je félicite du coup Maud Guizol, qui a pris la présidence de Building Smart France il y a quelques mois, et je suis très fier et très heureux qu'elle ait pris cette position, pour pousser les travaux qui sont en cours, c'est de dire il nous faut des bases de données qui soient agiles, interopérables, mais dans le sens où ce que m'ont appris les jeunes, et je n'y connais rien, c'est qu'aujourd'hui, avec des systèmes de liens hypertextes et de modèles graphes, vous n'avez plus besoin de vous trimballer de la donnée dans vos maquettes. Vous pouvez l'interconnecter. Et ce que je comprends et ce que je partage avec vous, c'est qu'on peut imaginer que vous avez un objet générique dans votre maquette avec un lien hypertexte qui vous renvoie vers l'objet réel qui est dans la base de données de l'industriel, qui lui vous donne toute l'info à jour du composant qui est dans votre immeuble.
tout ça traité par le mainteneur qui aura injecté les opérations de maintenance et de consommables. Et vous avez tout d'un coup une maquette qui se met à jour avec des opérateurs qui le font à coût marginal. Parce que là aussi, faire des maquettes mises à jour en permanence, on sait faire, mais ça coûte une blinde. Et personne ne le fera. Donc il faut que ce soit à coût marginal. Donc si on est capable de monter cette chaîne, et je vois apparaître vraiment une nouvelle génération d'ingénieurs qui savent manipuler tous les systèmes de codage, qui manipulent ChatGPT. Aujourd'hui, vous parlez à ChatGPT, il vous code le mode IFC. Oui. Avant, pour faire des maquettes sous IFC, il fallait être particulièrement expert. Aujourd'hui, j'y arrive aussi. Je n'y connais rien. Je dis juste, je veux telle chose à tel endroit. Il faut savoir faire le script, évidemment. Donc, je me fais guider pour le script. Mais ça m'écrit le code IFC qui va bien derrière. Donc, vous voyez que ce qui était des freins techniques aujourd'hui, on va, je pense, les faire sauter assez rapidement. Et la formation de cette jeune génération, c'est pas d'apprendre ce qu'on a fait, mais c'est de nous expliquer comment ils utilisent les nouveaux outils, notamment les outils de type ChatGPT, intelligence artificielle, outils conversationnels, pour s'affranchir de la lourdeur du code, s'affranchir de la lourdeur des organisations sémantiques qui sont très structurées par... C'est ce dont nous avions besoin il y a 10 ans. Aujourd'hui, avec ces systèmes de liens hypertextes et de graphes qui sont utilisés massivement dans l'industrie, hein, je ne vous apprends rien de nouveau. L'école des ponts, je pense que vous maîtrisez ça très bien. On peut transférer ces formations-là et ces technos dans nos métiers au bénéfice du bâtiment. Et ça permettra, sur la couche passive, qui est en fait l'operating system, c'est un bâtiment, vous pourrez y mettre la couche dynamique, qui est cette fois-ci les IoT, la couche servicielle, les GTB. Mais pour que ça marche bien, il vous faut une couche passive qui correspond au réel. Et là, je terminerai avec le dernier sujet, c'est de maîtriser que les objets qui sont dans votre maquette, décidément, sont bien ceux qui sont dans l'immeuble. Et là interviennent nos travaux qu'on mène avec JS1, par exemple, sur le code barre augmenté, qui fait que vous avez un code barre sur un appareil. Vous pouvez vérifier que c'est bien cet appareil-là qui est dans votre maquette numérique. Et vous avez le lien avec l'industriel qui peut vous dire, lui, dans sa base de données, quand il a été fabriqué, quelle marque, quelle série, etc. etc. Donc, une vision très optimiste. Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que je me plante à nouveau. Une vision très optimiste. Ce serait la 4e, c'est ça. Voilà, le 4e, je suis quelqu'un de très optimiste et j'y crois à fond tout le temps. Mais là, je me dis, je vois faire la jeune génération. On parle d'IFC 5. L'IFC 5, c'est plus de sémantique. C'est des liens hypertextes. Vous voyez, c'est une vraie révolution. Mais l'optimisme pousse à l'attractivité aussi derrière. Absolument. Donc si on arrive à attirer des jeunes générations, justement... je pense, et là, les jeunes ingés qui bossent là-dessus, ils s'éclatent. J'ai participé à des forums internationaux d'éditeurs logiciels, de programmeurs. J'arrivais à comprendre ce qu'ils faisaient, ce qui est déjà extraordinaire. Il y a 5 ans, je ne comprenais absolument pas de quoi ils parlaient, avec leurs acronymes. Et là, on passe dans du langage courant, on voit se construire des objets... et des choses qui sont utiles et qui correspondent à nos usages. Parce qu'il y a aussi une période où les techniciens faisaient des trucs pour les techniciens. Tout à fait. Ouais. Moi, en tant que responsable du master sur les jumeaux numériques, j'ai vu ça récemment avec des projets d'élèves. Ils sont tout à fait motivés à utiliser toutes ces nouvelles technologies, à les combiner. Quand les technologies existent, la solution, c'est eux. Comment les combiner, comment collaborer, comment interchanger. Voilà, nous, la formation qu'on leur apporte, c'est pas... décidément. C'est de ne pas faire les mêmes erreurs. Alors, on va donc passer sur la deuxième grosse partie. Pour la suite, justement, on parlait donc des bâtiments, du suivi des matériaux, des ressources, des produits. Pour les jumeaux numériques, pour les bâtiments connectés, il y a beaucoup de données qui va devenir le nerf de la guerre, la donnée. À l'inverse aussi, on nous dit des fois, j'ai beaucoup de données, je ne sais pas quoi en faire. Donc c'est un sujet majeur. La gouvernance de la donnée à l'échelle européenne, la sécurité, interopérabilité, toutes ces questions-là, fiabilité des données. Donc c'est un gros enjeu dans les prochaines années. Et donc c'est un débat un peu ouvert. Franck, je sais que vous devez partir après, donc si vous une petite minute rapide, et après les autres pourront répondre, par exemple. Pour continuer dans ce que j'expliquais là, c'est-à-dire est-ce que j'explique par avance sur la nécessité d'avoir une contractualisation. Ça va. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et pour faire la continuité sur les évolutions. Est-ce que vous avez besoin
d'avoir toute la donnée d'un produit dans votre maquette numérique d'opération. Non, ça on le sait. Par contre, vous allez avoir besoin d'une information qui est peut-être chez l'industriel. Vous allez avoir besoin de récupérer les simulations énergétiques dynamiques de votre ingénieur pour savoir le fonctionnement de votre immeuble et conformer et tester si vous êtes en conformité en usage réel. Enfin, voilà, il y a des choses que vous devez récupérer dans votre maquette, d'autres qui doivent être restées à tout prix chez les industriels qui ne veulent pas donner leurs secrets. Il est hors de question qu'un industriel vous donne ses secrets de fabrication. La composition chimique de sa colle, il ne vous la donnera pas. Par contre, vous en aurez besoin le jour où vous allez déconstruire l'immeuble. Donc il faut pouvoir la récupérer et elle doit être chez l'industriel. Et c'est vraiment la philosophie de cette réglementation européenne qui, j'espère, va se mettre en place correctement, parce que la philosophie, c'est celle-là. On ne veut pas absorber vos données, on veut être capable d'avoir la bonne information au bon moment et être certain qu'elle est stockée le temps nécessaire. Et là se pose la question de la durée de stockage. De pérennité, ouais. De la durée de la pérennité. On a un exemple tout bête avec les bases de données INIS. Je fais aujourd'hui un calcul d'analyse de cycle de vie sur une fiche de données environnementales d'un produit. Validité 5 ans. Elle sera donc remplacée dans 5 ans. Mon ouvrage va être livré dans 6 ans et on peut me contrôler 6 ans après, 12 ans. Ça veut dire que dans 12 ans, quand on viendra me contrôler, la fiche n'existera plus dans la base ? Problème de pérennité. Donc on voit bien, pérennité, qui a fait quoi à quel moment, qui est responsable de l'information, à quoi peut-elle servir ? Si je donne une surface en APS, c'est pas pour construire l'immeuble, c'est pour donner une information de référence, mais qui doit s'affiner. Et donc, on rentre bien dans une contractualisation de l'information en entonnoir qui va devenir de plus en plus fiable, de plus en plus précise, mais qui sera toujours fiable avec l'information et la responsabilité de celui qui la donne et l'usage qui peut en être fait. Et donc, je crois vraiment à ça, que là, aujourd'hui, on rentre dans... Si je regarde la courbe de Gartner sur l'innovation, vous savez, aujourd'hui, à une époque, on est tout feu, tout flamme, ça c'était il y a 3-4 ans. On était tous très excités. Ensuite, on est tous désespérés. Ça, c'était il y a 1 an ou 2. On était au fond du trou. Et là, on rentre sur... on sait à quoi ça sert, on sait comment ça marche. On voit où sont les écueils. Et on va rentrer vraiment là dans la machine pragmatique qui se met en route et qui est un vrai rouleau compresseur pour faire évoluer nos métiers, avec des jeunes qui vont revenir sur nos métiers grâce à ça. Et je ne parle pas de tous les outils d'aide à la construction, à la gestion. Ça va être un métier formidable. Un début de maturité maintenant. C'est mieux qu'un jeu vidéo parce que c'est en vrai. C'est-à-dire que dans l'immeuble, vous aurez les capteurs haptiques, vous aurez les informations, les IoT. Pour vous donner juste et terminer là-dessus, j'étais sur un chantier en Suisse où le chef maçon a une beambox, un robot d'implantation, 2 lasers. Il me dit, j'ai fait venir mon fils, il a dit que j'étais Robocop. Donc c'est ça qui change. C'est qu'on parle d'un maçon qui a les pieds dans les bottes et les mains noires, parce qu'il touche à la ferraille toute la journée. Ben oui, mais ses enfants sont fiers de lui parce qu'il fait un métier hyper motivant, avec des outils puissants. Et c'est vraiment, je pense, ça qui redonnera de l'attractivité à nos métiers. Parce qu'on est dans le 21e siècle et on n'est pas... des gens qui sont en arrière-garde du reste de l'industrie, bien au contraire. Merci bien. Donc sur les données en général, le gros enjeu sur les données, Olivier Si je raisonne ici comme architecte, serait que mon maître d'ouvrage me donne les données nécessaires pour bien faire mon travail, son cahier des charges, les surfaces, les prescriptions dont il a besoin, les performances qu'il faut atteindre et de voir comment on les gère, la maquette du bâtiment existant, puisqu'on va de plus en plus raisonner, ou une mission pour numériser le bâtiment existant, parce que c'est comme ça qu'on sait de quoi on part et ce qui se passe ensuite. Et puis si on remonte la file, qu'on ne me demande pas de fournir des données trop tôt et trop nombreuses, qu'on ne me donne pas des fichiers Excel avec des milliers de lignes pour donner la moindre caractéristique de tous les objets du bâtiment, un peu ce que tu disais, Franck. Là, on commence à être raisonnable. Et puis, je peux citer une anecdote. Christophe m'avait demandé d'assister, il n'y a pas très longtemps, à une réunion de lancement d'un projet BIM chez 3F. L'architecte demandait au chef de projet BIM quelles données faudra-t-il fournir et quand. Et la réponse a été très simple. Aujourd'hui, on est en conception, on s'occupe de la conception. Le reste, on verra plus tard. Il faut juste faire attention de ne pas être dans une impasse, mais on verra plus tard. Et puis, si on parle juste un peu de technologie, savoir, lorsque je vais mettre mes données sur une plateforme, est-ce que elle est hébergée en France, des questions de sécurité, souveraineté, de sécurité.
Très important. De ne pas savoir qu'on ne va pas me les piquer. Si j'échange mes données, mes maquettes avec mes partenaires ou mes maîtres d'ouvrage, que le contrat limite l'usage qui en sera fait. Il ne s'agit pas de dire que je le garde pour moi, mais d'être sécurisé au moins par le contrat et savoir sur qui on peut taper si c'est sorti du cercle. On en revient sur la responsabilité de chacun. Et ça c'est le contrat qui la donne. Et puis si on parle de technologie et d'IA, dont on parle beaucoup, c'est d'éviter l'effet boîte noire. C'est-à-dire il faut qu'on puisse tracer ce qui va se passer, qu'on ne nous dise pas on va mettre des données dans un super outil, un super agent intelligent qui va mouliner et nous sortir des trucs derrière. Il faut qu'on puisse savoir ce qui se passe au fur et à mesure. Et qu'on ne soit pas illuminé par les technologies. Il y a beaucoup de données, de toute façon, ce n'est pas grave parce que c'est l'IA qui va gérer tout ça. Qu'on reste sur des choses pragmatiques et maîtrisables. Très bien. Oui, il y a une notion importante que tu disais, c'est la responsabilité aussi du stockage des données dans le temps, pour y avoir accès aussi dans 10 ans, 20 ans. Parce qu'un maître d'ouvrage, forcément, n'a pas forcément l'habitude encore de garder des maquettes numériques et de les mettre à jour continuellement, dans l'idée de les utiliser pour une rénovation d'ici 10, 15, 20 ans. Et j'oubliais dans ma liste, et on en a vu des écueils, que notamment nos éditeurs de logiciels ou de plateformes ne captent pas mes données pour eux-mêmes fournir des solutions, que le droit d'auteur soit préservé, qu'on ne retrouve pas notre intelligence d'architecte, d'ingénieur et d'autres dans les outils de certains. Là aussi, des garde-fous sont à mettre en œuvre. Oui, merci. Christophe, Pascal. Oui. On remercie au passage Franck qui doit s'éclipser. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Sur les données, il y a un aspect qu'on évoque assez rarement, encore que Franck l'a évoqué tout à l'heure en disant qu'il avait modélisé plusieurs milliers de mètres carrés et puis à la livraison des maquettes. Il les a jetés. Voilà, bon. Alors autant les patrons sont souvent enclins à faire des gros chèques pour modéliser, mais pas souvent à mettre les moyens derrière pour maintenir à jour ces maquettes. Effectivement, ça reste un impensé de la gestion de la donnée ou la face noire, qui n'est pas forcément la plus drôle. Chez 3F, sous ma responsabilité, on a une équipe de 5 personnes dédiées exclusivement à la maintenance des données du patrimoine, donc en charge de maintenir en qualité les données du BIM Gestion. Alors leur terrain de jeu, ce sont les 130 000 logements que nous avons modélisés. Alors Franck parlait de 600 composantes unitaires par maquette. Nous, on gère, alors il faudrait faire le calcul, mais on a 15 millions d'équipements. Alors sur ces 15 millions d'équipements, il faut aller collecter les données, la fiabiliser, l'enrichir, croiser les données avec d'autres bases. Prenons l'exemple d'un ascenseur, il est décrit parfaitement dans notre système BIM exploitation, mais il est aussi dans notre ERP de gestion parce qu'il y a un contrat d'exploitation-maintenance de l'ascenseur qui est attaché. Il est aussi dans la plateforme de service que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il y a des interventions sur cet ascenseur. Et bien évidemment, ces 3 systèmes, l'ascenseur, une fois il est appelé XXX, une autre fois il est appelé 111, et puis la dernière fois il est appelé XX0002. Donc il y a tout ce travail de mise en cohérence qui est énorme en fait, et qui occupe 5 équivalents temps plein en permanence. Oui, donc on voit l'aspect très important et critique de la donnée. Pascal, en Occitanie, la donnée Oui, alors je ne vais pas forcément redire ce qu'ont dit mes collègues parce que je suis complètement d'accord avec eux, et puis je l'ai un peu dit tout à l'heure. Aussi, il y a une vraie montée en compétence à avoir sur, pour se border correctement contractuellement. On a beaucoup entendu parler du bâtiment collectif, bâtiment de bureau, etc. Moi aussi, je connais aussi pas mal le volet maison individuelle, qui est une grosse part en tous les cas. Et je voulais juste rapporter un retour d'expérience qui fait aussi un point de vigilance, parce que là aussi, il y a des données sensibles, des particuliers qui habitent dans leur maison. Et retour d'expérience que je peux vous donner comme ça, on a lancé il y a 5-6 ans peut-être une formation technicien service maison connectée. Voilà, donc c'est pour effectivement répondre à une demande que des particuliers veulent, faire des mini GTB, enfin en tous les cas faire remonter de l'information, mais aussi des données du style de la vidéo, de la caméra, des choses comme ça. Vous voyez, donc là on rentre dans des choses qui très très sensibles, et qui interpellent. Et on a eu vraiment pas mal de frilosité de la part de nos artisans qui étaient électriciens. On s'est dit tiens, c'est un champ qui peut élargir le champ des électriciens. On les a fait venir, on a fait venir les industriels en plus, etc. Et pas la totalité, mais en fait, il y avait vraiment une réticence. Pourquoi ? Parce que, vous savez, quand on installe une caméra, je prends un truc très simple, chez un client, il y a tout un volet mot de passe, administrateur, etc. Puis il y a le volet mot de passe du particulier. Sauf que le particulier, 9 fois sur 10, il ne sait pas le faire. Donc il rebalance cette charge sur l'artisan. Et lui, il se dit, mais si un jour les images du particulier partent
etc. Est-ce qu'il est responsable? Oui, mon niveau de responsabilité, je ne vais pas m'embêter avec ça. Enfin voilà, on est sur ce genre de choses. Donc, alors, je n'ai pas forcément la solution, mais il faut aussi comprendre que ça n'avance pas toujours parce qu'effectivement, il y a une forme de crainte. Les artisans sont des gens qui sont pleins de bonne volonté, plein d'engagement, et puis ils cherchent la sécurité avant tout par rapport à ça. Ouais, c'était le petit point complémentaire très intéressant, justement, la sécurité des données, donc un aspect important. On sait de quoi. On en parlait même sur la souveraineté, avec les grosses puissances économiques qui imposent aussi leur logiciel, ce genre de choses. Assez compliqué après de trouver sa place. Donc justement, donc, pour terminer, par exemple, là, si on voulait continuer l'expérience de la maison individuelle, en gros, pour avoir une ouverture en conclusion, la question de la baguette magique, quoi. Comment faire pour que les artisans d'un coup acceptent finalement, ah bah oui, je vais installer la caméra et les données, je vais gérer tout ça, et en ayant donc cette conscience sur la responsabilité, que ce soit bien défini, etc. Donc la baguette magique, vous l'utiliserez sur quoi? Alors, sur cette réponse-là, précisément, on peut imaginer que les outils deviennent de plus en plus intuitifs et donc on laisse des particuliers un peu plus autonomes face à ça, quoi. Donc la responsabilité sur les particuliers plutôt. Bah oui, parce qu'on ne peut pas séparer les choses, quoi. Il faut renforcer ce côté-là et décharger d'autre côté les gens qui ne sont pas. Après, d'une manière générale, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup entendu et je pense qu'on sera d'accord tous ensemble. C'est assurer, conforter l'interopérabilité entre les plateformes, les formats, etc. Sans ça, on n'arrivera pas, quoi. Ça fait déjà 10 ans qu'on traîne ça, et puis il faut que maintenant on puisse faire communiquer les choses, les équipements ensemble, de la simplicité et du coup abordable. Voilà, enfin, c'est une baguette magique toute simple, mais qui aura... Démocratiser tout simplement aussi. Ouais, voilà. Olivier, Christophe, question sur la baguette magique pour changer le monde. Alors, je reste sur cette question d'interopérabilité, mais pas celle qui concerne les outils, celle qui concerne les institutions. L'interopérabilité entre les institutions. C'est une idée qu'on a déjà échangée avec Olivier. Le NPC étant une noble institution qui produit à travers ses travaux d'étudiants 600 thèses, qui a produit plus de 600 thèses depuis 2014. Mettons à disposition ce matériau extrêmement riche auprès de l'écosystème des startups, de Léonard qu'on voit là-bas, de l'écosystème des industriels. C'est, à mon sens, à notre main. Privatisons le grand hall de l'école, installons des stands où les mastériens viendraient présenter leurs travaux, invitons les startups, invitons les industriels et interconnectons le monde de la recherche, là où il y a de l'intelligence, et le monde des gens qui font. Décloisonner toutes les institutions. Olivier? Moi, je vais reprendre des éléments que j'ai vus dans des thèses ou des mémoires, notamment commencer par un mémoire de la formation qu'anime Christophe, chef de projet BIM. C'était une chef de projet d'un bailleur social qui disait, avec toutes ces histoires de BIM qui sont compliquées, les réticences, les gens qui ne veulent pas y aller, est-ce que si on donnait 3% d'honoraires en plus aux architectes et qu'on leur demande de s'occuper de tout, ça ne ferait pas le truc? Alors, tu vois, c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Moi, je serais plus modeste, mais on avait déjà évoqué ça, de se dire, si le BIM est tellement utile, qu'il fiabilise le projet, qu'il évite les dérapages de planning et de coûts, qu'il amène des éléments d'information utiles pour la gestion exploitation maintenance, sachant que le coût de la conception est très faible dans le coût global d'un projet pour un mètre d'ouvrage, si on donnait 1% de plus au maître d'œuvre pour travailler intelligemment et qu'on trouve un moyen de dire c'est dédié à ça, il ne s'agit pas de dire que sur le peu d'honoraires qu'on a, il faut consacrer 1%, c'est 1% en plus si on fait l'effort au bénéfice de tout ce qui va suivre, puisqu'on nous assure que ça marche. Puisqu'il y avait 3 vœux, on se pose des questions, ce n'est plus un tabou de se dire est-ce qu'il faudrait imposer le BIM sous des formes très progressives pour que ça prenne enfin en France? Bon, imposer, on ne sait pas trop, mais peut-être inciter. Une mesure d'incitation. On a suivi des expérimentations pour l'instruction des permis de construire en maquette numérique, pour ne pas dire en BIM. Si on disait un PC déposé sous forme de maquette numérique serait instruit 1 mois plus rapidement qu'un autre. Ça ne mange pas beaucoup de pain, ça pourrait donner envie à certains, ça pourrait donner envie aux maîtres d'ouvrage, qu'ils soient des bailleurs ou des promoteurs ou d'autres, d'imposer à leurs architectes, à leurs maîtres d'œuvre, de travailler en numérique parce que ça va aller plus vite et que ça sera plus simple. Et puis en reprenant la thèse là aussi, on s'était interrogé sur ça il y a quelques années, un des mastériens avait inventé un rôle d'accompagnateur, de facilitateur auprès des petites entreprises, mais qui peut être aussi bien architecte qu'artisan, trouver les moyens de financer, alors c'est pas tellement la mode actuellement, on est plutôt
en recherche d'économie, mais de financer une semaine, je suis modeste, voire un mois, d'un prestataire spécialisé qui viendrait travailler aux côtés d'un maître d'œuvre ou d'un artisan pour l'aider à faire ses premiers pas. Et ensuite, il saurait faire en ayant vu comment c'est fait par quelqu'un. Voilà, tu vois, 3 idées inspirées de ce qu'on croise dans nos thèses et dans les travaux de recherche des gens que nous accompagnons. Ben, merci beaucoup pour toutes ces pistes. Hein. On verra si on peut les mettre en place prochainement. Au passage, j'en profite pour toutes les montées de compétences dont on a parlé. N'hésitez pas à passer au stand de l'école des ponts pour les différents masters. Nous sommes différents directeurs à être là pour répondre à toutes vos questions. Il nous reste 5 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Et je propose à tout hasard, si quelqu'un dans la salle a une question, ou 2 personnes dans la salle a une question, n'hésitez pas, à tout hasard. Autant en profiter. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Hassan Jarrah, je suis professeur universitaire. Je suis spécialiste de tout ce qui est BIM, SIM et surtout informaticien. Alors, mes questions sont les suivantes. Le BIM a été inventé dans un autre contexte. Donc, il faut l'adapter et l'adopter au contexte français. Il n'y a pas seulement le côté technique, mais il y a d'autres côtés qu'il faut prendre en considération. Alors, quelles sont les initiatives marocaines, les initiatives françaises qui ont été élaborées permettant d'instaurer une culture d'utilisation du BIM pour donner un sens à l'utilisation du BIM? Donc ça, c'est la première question. Ma deuxième question concerne essentiellement le volet recherche-développement. Le volet recherche-développement, il est important. Il faut développer des outils pour pouvoir accompagner les futurs utilisateurs du BIM et permet de prendre en considération les défis et les challenges dans le domaine de l'utilisation du BIM. Je vais prendre l'exemple de EVIM. EVIM n'est plus actualisé maintenant. Et ça, c'est une solution extraordinaire. J'ai déjà utilisé EVIM côté bâtiment et aussi côté territoire. Donc je pose la question, est-ce qu'il y a des fonds recherche-développement dédiés au BIM? Ma troisième question... Prends note. Hein. La dernière. Hein. Ma troisième question concerne essentiellement tout ce qui est point de vigilance à prendre en considération en termes d'instauration du BIM dans un contexte spécifique, un contexte particulier. Merci. Ben merci pour ces 3 questions. Donc je me tourne, vous 3. Donc sur la première partie, donc dans le Master BIM par exemple, à part la technique BIM, tout ce qui est autour. On peut rappeler qu'en France, nous avons eu depuis fin 2014 le PTNB, le plan de transition numérique dans le bâtiment, qui a eu ensuite le plan BIM 2022, qui a le plan BIM tout court, parce que l'échéance 2022 est passée, qui a eu beaucoup d'actions d'incitation, dont les effets ne sont pas forcément très concrets dans la vraie vie de tous les jours et sur l'ensemble des professionnels. Chaque filière, les ordres d'architectes, les syndicats, les filières professionnelles, que ce soit CAPEB, FFB et d'autres, ont chacune essayé de pousser de l'information, de donner des exemples, de donner envie, là aussi avec des résultats mitigés, donc des actions, il y en a eu. Après, il reste des choses. Le PTNB a laissé en héritage la plateforme de collaboration Croquis, qui n'est plus gratuite comme elle a été, qui est moins puissante que d'autres, mais ce n'est pas son ambition, qui a le bon goût d'exister. Là, je peux voir que pour beaucoup d'acteurs qui sont assez éloignés des technologies, dire je mets mes fichiers, que ce soit un fichier AutoCAD, PDF, Excel, non plus sur une pièce jointe à un mail, mais sur une plateforme aussi simple que Croquis, c'est déjà un moyen de travailler ensemble et de collaborer. Après, sur l'aspect R&D, certes, il en faut. On a déjà aussi des tas de bons outils qui existent et qu'il faut savoir utiliser au bon niveau, à mon avis. Il y a des dispositifs en France qu'on essaie de pousser sur les doctorants, les thèses CIFRE, le crédit d'impôt recherche pour les entreprises, qui incitent à investir dans de la recherche, que ce soit d'outils, de méthodes de travail ou d'autres. Ce qui se passe dans les labos, ça je saurais moins aisément en parler. Et puis effectivement, l'outil FBIM qui avait été mis en avant par le CSTB n'existe plus. Il était puissant, mais il était complexe. Donc est-ce qu'il n'a pas réussi à se simplifier ou est-ce que c'était une fausse bonne idée ? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un outil un peu compliqué sur ma machine alors que des plateformes en ligne sur lesquelles je me connecte avec un navigateur peuvent fournir des tas d'informations et de possibilités quasiment aussi puissantes? Bon, c'est peut-être une génération d'outils, d'autres choix qui ont été faits. Puis peut-être que le CSTB a dit on n'a plus de ressources pour développer FBIM, mais on travaille aux côtés d'aménageurs pour les aider à déployer le BIM sur les territoires. On a des missions auprès de l'État sur
auprès de la direction immobilière de l'État pour là aussi fournir encore plus d'informations sur comment faire du BIM de façon efficace pour gérer les bâtiments, le patrimoine de l'État. C'est peut-être des questions de choix sur les ressources utilisées. Merci. Christophe, peut-être? Non. Pascal, une envie de répondre sur... Bon, merci beaucoup. Dernière petite question de l'Assemblée. Sinon, il est 13h15, donc je pense que on peut remercier déjà nos 3 intervenants. Et également, j'en profite de remercier Stéphanie Berger qui est là, qui a aidé à préparer et à organiser cette table ronde. Oui, donc je vous invite Stéphanie. tous, quand vous avez un peu de temps libre, à passer au stand de l'École des Ponts si vous avez des questions. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, on a réussi à...